on est parti de grandes délimitations de la philo, de pièges et de défis de la philo. Donc en gros, de ce que je veux pas faire ici, c'est d'utiliser un vocabulaire inaccessible, volontairement compliqué pour parler de philo. J'ai envie que ce soit ancré dans le réel, que ça puisse être appliqué, qu'on puisse faire des études de cas. Ça va vraiment être l'objet de votre travail final, ça va être une étude de cas. Et puis on a délimité ce qu'était la philosophie. D'une part en fonction de ces objets, de ces thèmes, la philosophie qui interroge le vrai, qui interroge le bien, qui interroge l'être. Voilà, ce sont des parties de la philosophie délimitées en fonction de leur sujet. Et puis, on a vu aussi la philosophie comme démarche de questionnement. Démarche de questionnement que je vous inviterai, à mon avis, à pratiquer, si pas cette fois-ci, la fois prochaine, à travers une discussion collective. On appellera café philo. Une discussion collective, donc, parce que dans mon acception de la philo c'est quelque chose qui se pratique, qui se vit, notamment à travers le dialogue. Je pense que la philosophie grecque a commencé avec des dialogues, non? Justement avec le dialogue. Ouais. Très souvent, on réduit le platonisme à des thèses, on dit le platonisme. Mais Platon, c'est les dialogues. Et puis on a abordé cette première partie en s'interrogeant sur c'est quoi un présupposé. Un présupposé, c'est quelque chose qui est contenu implicitement dans une affirmation ou dans un acte. Et pourquoi ce cours s'intéresse aux présupposés? C'est parce que les présupposés, la plupart du temps, ils ne sont pas conscients. Quand on agit, quand on enseigne, quand on choisit une méthode plutôt qu'une autre, ou bien quand on choisit un angle, je fais un reportage par exemple, et je choisis un angle plutôt qu'un autre, même ne serait-ce qu'un angle caméra, quoi. Et tout ça n'est pas neutre. Ça présuppose un certain nombre de trucs. Et quand on n'est pas conscient de nos présupposés, ça peut devenir des idéologies. Et une idéologie, ça peut nous aliéner. Aliéner, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire notre liberté. Voilà, en gros, donc, en positif, prendre conscience de nos présupposés, c'est récupérer de la liberté, c'est avoir de la liberté et de la conscience par rapport à nos actes en tant que futur journaliste, futur chargé de com, futur éducateur, etc. On avait abordé la première partie de ce cours, la partie épistémologie. Et l'épistémologie, c'est quoi? C'est la partie de la philo qui s'intéresse sur la connaissance fiable, sur la connaissance true. Est-ce qu'on peut connaître la réalité? Est-ce qu'on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité? On avait abordé une première piste de réponse, sur laquelle je reviens ici, la réponse du dogmatisme. La réponse du dogmatisme, c'est de dire oui, on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité, et en plus, on peut même parvenir à des certitudes, des choses qui sont indiscutables, incontestables. C'est vrai pour tout le monde, c'est univoque, c'est évident, c'est universel, c'est objectif. En gros, c'est indiscutable. Tout le monde devrait le savoir, tout le monde devrait connaître ça. Et donc, dans des postures éducatives, donc c'est des dogmatismes à l'état pur, c'est relativement rare. Mais dans des postures éducatives, dans des postures journalistiques, on en retrouve. On verra des exemples aujourd'hui, et on en a déjà vu un peu la fois dernière. On ira un peu plus en profondeur et un peu plus dans la nuance au fur et à mesure du cours. Mais il suffit de quelqu'un qui soit sur un plateau télé et qui dise « mais tout le monde sait ça, mais c'est évident ». Mais ça ne sert à rien de discuter de cela. C'est une posture dogmatique qu'on va apparenter à du dogmatisme. Et le dogmatisme, on peut mettre ça sur un continuum. Du dogmatisme absolu, je ne vais peut-être pas l'observer, mais des dogmatismes particuliers sur des sujets donnés ou bien dans des postures, je peux les observer à certains moments. Alors des exemples de dogmatisme, par exemple, il y en a dans les théismes. Les théismes, c'est les croyances religieuses notamment, c'est la croyance en Dieu. Toute croyance en Dieu n'est pas un dogmatisme. Qu'est-ce qui fait que c'est un dogme? C'est quand je dis c'est indiscutable,
c'est une certitude absolue. Si je me contente de dire « moi je crois en Dieu », il n'y a pas de dogme là-dedans. Le dogme, c'est la vérité absolue, il ne peut pas y avoir d'autres vérités, on ne peut même pas en discuter. Alors, il y a un philosophe qui propose une expérience de pensée, c'est Bertrand Russell. Il propose une expérience de pensée qui s'appelle la théière de Russell. En gros, l'expérience est la suivante, il nous dit, imaginons qu'il y a une théière qui est en orbite autour de la Terre ou du Soleil, enfin en orbite quelque part dans l'espace. Mais cette théière, elle est tellement petite que même nos plus puissants télescopes, donc l'état actuel des sciences, ne permet pas de l'observer. Si je vous dis ça, vous allez me prendre pour un allumé, quoi. Attends, un truc qu'on ne peut pas observer, et c'est une théière et c'est en orbite autour de la Terre. Ouais, mais si c'était enseigné dans tous les livres d'histoire, que si c'est enseigné dans des livres qu'on considère comme sacrés, et qu'à un certain moment donné, il y a il y a un pouvoir en place qui nous a dit qu'il ne fallait pas remettre en cause ça, à la limite, c'est vous qui aurez fini au bûcher, quoi. Je caricature l'expérience de pensée, mais tout ça pour dire que, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, certains trucs qui nous semblent inconcevables, en l'occurrence la théière de Russell, ça répond au même principe que de dire il y a un truc qu'on ne peut pas observer dans l'état actuel de nos connaissances, et on y croit parce que c'est enseigné dans des livres et qu'on nous dit que c'est sacré. Voilà un peu la limite que Russell nous dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous dit pas, il ne nous dit jamais dans ce texte-là, c'est faux de croire en Dieu. Dieu n'existe pas. Il ne dit pas ça. Il nous dit, cela peut être discuté. Ce n'est pas de l'ordre de l'évidence indiscutable. C'est le caractère incontestable qu'il remet en cause, et pas le fait de l'existence ou de la non-existence. Alors le positivisme, on en a un petit peu parlé la fois dernière, le positivisme c'est l'idée que la science permet d'arriver à des vérités absolues indiscutables. Alors il y a des limites au positivisme, notamment le fait que ça fonctionne comment la science, en tout cas la physique moderne. La physique moderne, c'est quoi? C'est j'observe un phénomène, je l'observe X fois, et puis j'induis une loi générale. Je pars du particulier et je fais une induction, c'est le raisonnement qui s'appelle l'induction. L'induction, ça part de cas particuliers pour inférer une loi générale. J'induis une loi générale. Par exemple, j'observe que je prends mon bic, je le laisse tomber, il tombe à une certaine vitesse, il accélère même dans une certaine mesure. Je répète cette expérience plusieurs fois, puis je peux en déduire que l'accélération ici, la gravité peut-être c'est une constante, du 9,81 mètres par seconde au carré, d'accord? Eh bien, Hume et Popper nous disent, le problème de l'induction, c'est que ce n'est pas un raisonnement totalement valide, ce n'est pas un raisonnement qui fonctionne universellement. C'est pas parce que je vois 100 corbeaux noirs que tous les corbeaux sont noirs. En fait, il suffit d'un seul corbeau blanc pour réfuter mon affirmation. Je n'ai pas observé tous les phénomènes du réel dans leur exhaustivité. Je n'ai jamais observé que des phénomènes à un moment T. Et par exemple, si je dis « tous les êtres humains sont mortels », même si j'avais observé la mort de tous les êtres humains avant moi, ça ne veut pas dire que nous tous ici présents, ou les êtres humains à venir, seront mortels. Donc je n'ai pas observé tous les phénomènes du monde, je n'ai pas observé tous les phénomènes à venir du monde. Donc c'est délicat, l'induction. Alors Hume et Popper, ils ne nous disent pas l'induction, du coup il faut la mettre à poubelle. Au contraire, ils nous disent, c'est ce que Popper, il nous dit, c'est ce qui délimite quelque chose qui est scientifique de ce qui n'est pas. Quelque chose qui est scientifique, c'est falsifiable. Ça veut dire que je peux essayer de le rendre faux par l'expérience. C'est réfutable. Hume et Popper nous disent, c'est jamais, en tout cas Popper, c'est jamais que des vérités provisoires tant que ça n'a pas été réfuté. En fait,
Ce qui est bien dans le fait de dire tous les corbeaux sont noirs, c'est que je peux observer des corbeaux et un jour peut-être dire que tous les corbeaux ne sont pas noirs. C'est le cas d'ailleurs, il y a des corbeaux albinos. Et donc revoir ma théorie. Alors justement, Thomas Kuhn et Ir Lakatos nous disent que l'histoire des sciences présente des discontinuités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on nous présente toujours les sciences, l'histoire des sciences, on nous présente le truc comme un progrès continu. C'est-à-dire, en fait, avant, on connaissait rien, et puis, en fait, on a fait une ligne d'amélioration de notre savoir. On a augmenté nos connaissances. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ça ne correspond pas à la réalité du changement en sciences. En fait, le changement en sciences, c'est carrément des révolutions parfois. Ça, c'est le mot qu'utilise Kuhn. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un modèle explicatif du réel, et puis on se rend compte qu'en fait, il ne fonctionne pas si bien que ça. Ou en tout cas, on a un meilleur modèle, ou en tout cas un modèle alternatif d'explication du réel, et on va changer de paradigme. C'est à partir d'un moment, en fait, à partir du 18e, en gros, hein, on avait Newton, 18-19e, avec sa loi de la gravitation universelle. Génial, gravitation universelle. Donc ça explique tout. Et puis, il y a Newton qui rapplique et qui vient avec sa loi de la relativité générale. Et en fait, la loi de la relativité générale, ça dit quoi? Ben, ça remet en cause Newton. En tout cas, ça remet en cause l'universalité de Newton. Et donc, on est en train, dans la physique moderne, avec la physique quantique et la physique relativiste, de chercher des modèles de compréhension alternatifs qui permettent mieux d'expliquer le monde. Ça ne veut pas dire que Newton c'est faux, ça veut dire que Newton c'est limité dans une certaine mesure. Et que pour avancer, la science doit se défaire de certains modèles explicatifs pour en adopter d'autres. Ça va? Donc, c'est dire on change de lunettes, en fait. On change de lunettes pour comprendre le monde. Donc, la vérité scientifique, c'est toujours une vérité située à un moment donné. Alors, au niveau du positivisme, une dernière critique. En gros, c'est la question de la postmodernité. La postmodernité, c'est donc ce qui vient après la modernité. Merci, Captain Obvious. C'est l'idée justement que même en termes moral déjà, la postmodernité, notamment, elle explose avec les guerres mondiales. Les génocides également, hein, la traite des êtres humains. Et en fait, on se rend compte que l'humanité est capable de ça, de massacres, d'extermination massive. Est-ce que vraiment l'humanité a progressé? Est-ce qu'on est moins barbare que les hommes de la préhistoire? Pas sûr. Ça, c'est au niveau moral. Au niveau épistémologique, pareil, en fait, on se rend compte que les savoirs humains, finalement, ce ne sont que des constructions, ce sont des lunettes que nous mettons sur la réalité et qui ont des limites. Mais en tout cas, donc, on a tout un courant de pensée qui nous dit tiens, le progrès, en fait, c'est bien relatif. On a l'impression qu'on améliore le monde, mais en fait, on change juste de société au final. La modernité, on associe ça à une croyance dans le progrès, une croyance très forte dans la science. Et en fait, la postmodernité nous fait wow, calm down. Et peut-être qu'en fait, tout est relatif, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de postmodernisme. Donc justement, quand des anglo-saxons, par exemple, utilisent le mot postmodernisme, ils l'utilisent parfois de manière péjorative, justement, pour parler de courants de pensée plutôt relativistes. Je ne crois pas que la postmodernité soit que ça, mais on ne peut pas nier que ce soit une grosse part de ce courant. Alors, les dogmatismes. Alors, pourquoi j'ai développé cela, d'abord? J'ai développé une critique du théisme et une critique du positivisme, j'aurais pu en développer plein d'autres. Simplement, c'était pour montrer qu'on pouvait discuter de ces questions-là. Tout simplement. On peut en discuter. Ça ne veut pas dire que la science est fausse. Ça ne veut pas dire que telle ou telle religion a tort.
ça veut dire que ce n'est pas indiscutable. Et en fait c'est une des critiques majeures du dogmatisme que dont nous avons déjà parlé la fois dernière, c'est dès qu'une personne discute, ou dès qu'il y a une personne pour qui ce n'est pas évident, ce n'est pas évident dans l'absolu, ce n'est pas indiscutable dans l'absolu, par définition. Première critique. Et il y aura toujours bien une personne qui discute. Et cette phrase elle-même n'est pas indiscutable. Je ne suis pas dans l'autocontradiction. Ensuite, il y a cette idée que nos évidences elles-mêmes sont basées sur des postulats métaphysiques. Alors c'est quoi la métaphysique? On l'a dit la fois dernière. La métaphysique, c'est tout ce qu'il y a au-delà du physique, tout ce qu'il y a au-delà du monde physique, donc tout ce qui est plutôt de l'ordre du spirituel, de l'ordre du non-observable, avec mes yeux, avec mes sens. C'est l'être en tant qu'être, c'est l'existence, le divin, l'âme, tout ça, ce sont des thèmes métaphysiques, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances. Eh bien, alors c'est facile par exemple, pour des questions théologiques, pour Dieu, oui, Dieu c'est du métaphysique. C'est quelque chose, une entité non observable. C'est moins évident pour une affirmation telle que la Terre est ronde. Eh bien moi je vous dis, la Terre est ronde, c'est une affirmation métaphysique. En tout cas, c'est une affirmation non métaphysique, mais elle repose sur des postulats métaphysiques. Sur quel genre de postulats ça repose? Ça repose notamment sur le fait que j'existe, que le monde existe et que je peux observer le monde et en dire des choses plutôt fiables. Si j'enlève ça, si j'enlève ces postulats-là, eh bien, en fait, le fait de dire que la Terre est ronde, ça a autant de valeur que de dire la Terre est un âne. Parce que, en fait, je pourrais très bien être dans la matrice, par exemple. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Je pourrais très bien être dans la matrice ou je pourrais être un cerveau dans une cuve. C'est l'expérience de pensée d'Hilary Putnam. Un cerveau dans une cuve, c'est quoi? C'est un cerveau dans un récipient et on envoie des images dans ce cerveau. Et en fait, ce cerveau-là, alors ça pourrait même être un truc immatériel. Je pourrais être dans les Sims en fait. Je pourrais être quelque chose qui est contrôlé par une intelligence supérieure, qui m'envoie d'ailleurs des informations fausses, qui me berce d'illusions. C'est ça Matrix. Matrix, c'est les gens, ils sont dans des cuves et on leur envoie des informations. Et en fait, c'est pas le réel. Alors, évidemment, je crois qu'il est censé de dire que la Terre est ronde, personnellement. C'est une affirmation que je vais qualifier de scientifique, mais elle repose sur des idées qui ne sont pas prouvables par la science. Elle repose sur des postulats, des axiomes. Ça veut dire des trucs qu'à un moment on dit « hop, 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 je suis perché, on ne peut pas remettre en cause ça ». Attends, tu viens me dire que si ça se trouve, je suis un cerveau dans une cuve et qu'on m'envoie des illusions, arrête ton char. Moi, je crois que je suis assis sur une chaise, je crois que je peux percevoir le réel et je crois qu'on a des dispositifs d'observation qui nous permettent d'observer que la Terre a une telle forme, que les choses ont une existence matérielle et qu'on peut l'observer à travers nos dispositifs humains. Donc, ça fait des postulats, ça. Hein. Nous avons une existence matérielle, on peut l'observer à travers des dispositifs humains. Ça, c'est pas prouvable par la science. La science, elle utilise ça pour faire des connaissances. Tous nos savoirs, ça repose sur un continent de savoirs sous-jacents, de croyances sous-jacentes, de postulats sous-jacents. Et il n'en faut pas 10 000
Mais si on n'a pas ces 10 000 là, ben en fait, on ne peut pas dire de science. Et donc, c'est tout ça qui est intéressant. Et donc, c'est de dire, en fait, on pourrait très bien en discuter. On pourrait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais ça montre qu'on pourrait le faire. Alors, le relativisme, justement, ben, il en discute. Et il en discute, en tout cas, il prétend en discuter. Il en discute de manière radicale. Le relativisme prétend qu'on ne peut pas dire de choses plus vraies que d'autres sur la réalité. On ne peut pas avoir de connaissances fiables sur le monde. En gros, il n'y a pas de vérité. Où toutes les vérités se valent. À chacun sa vérité. C'est des manières d'être relativiste. Ça aussi, je vous ai pris l'exemple la fois dernière de type de pédagogie, par exemple, qui était plus relativiste que d'autres. En tout cas, dans la manière de le faire. Ce n'est pas parce que je fais une pédagogie active que je suis relativiste. Ne me faites pas dire ça. Ce n'est pas parce que je donne la parole aux étudiants que je suis relativiste. Mais dès le moment où toute parole est équivalente à une autre, et où il n'y a pas une qui a plus de valeur qu'une autre, eh bien, on se situe peut-être plus volontiers vers du relativisme. Dans un talk show, par exemple, prenez un talk show, prenez Ruquier, prenez Touche pas à mon poste, tous les chroniqueurs disent leur avis. Et puis en fait, il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas... et peut-être il y a un expert, ben, il a la même place qu'une personne qui sort de Les Anges de la télé-réalité. Ah, il y a François Jost qui critique ça. C'est pas nécessairement grave, hein. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Et peut-être qu'un expert, d'ailleurs, n'est pas si expert que ça. Peut-être que l'étiquette d'expert n'autorise pas à avoir un avis sur tout. Je suis de cet avis-là, personnellement. Et en même temps, ben, c'est intéressant de voir comment le dispositif lui-même implique une posture épistémologique. Plutôt relativiste, plutôt dogmatique. Alors, il y a d'autres moments, par exemple, où Hanouna ou Ruquier, ils vont faire « Non, 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 on ne discute pas de ça. Attendez !» ou même par un rire. Par un rire, ils vont disqualifier une croyance, ce que dit une personne « Oh non, 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 on ne va pas sur ce terrain-là. Non, non, ça ne se discute pas. » Là, on est peut-être plus volontiers dans du dogmatisme. Donc, ce n'est pas interdit, au contraire, dans un dispositif pédagogique ou médiatique ou quoi, qu'il y ait les deux à différents moments. Alors, le relativisme rejoint une posture du doute, ça rejoint ce qu'on appelle le scepticisme. Le scepticisme, c'est quoi? C'est le doute. Quand je suis sceptique, ça veut dire que je doute. Et le scepticisme absolu, le scepticisme radical, ben, rejoint le relativisme. Si je doute de tout, rien n'a de valeur, rien n'a de sens. La zététique, ce n'est pas un scepticisme absolu. La zététique, c'est un scepticisme méthodologique. C'est un scepticisme temporaire qui consiste à dire tant que je suis dans une situation de déficit de preuves, eh bien, je suspends mon jugement. Et donc, quand on m'affirme quelque chose, c'est à celui qui affirme de prouver son affirmation. Quelqu'un qui m'affirme qu'il y a un complot, eh bien, c'est à lui de me donner des éléments de preuve qu'il y a un complot. Il ne suffit pas de réfuter ou de mettre en évidence des éléments qui peuvent nous permettre de douter de la véracité des versions, des versions officielles. Donc, par exemple, la zététique, elle est assez utile, en tout cas, elle fonctionne assez bien, justement, par rapport à la pensée complotiste. Alors, je différencie le fait de croire à un complot spécifique de la pensée complotiste. On pourrait en discuter en détail, mais je vous renvoie peut-être à des articles que j'ai écrits sur ce thème. La pensée zététique, ça consiste vraiment à dire, mais tant qu'on n'a pas de preuves suffisantes par rapport à un phénomène, ben, on considère juste les hypothèses les plus vraisemblables, les plus simples.
toutes les prétentions ou les déclarations extraordinaires nécessitent un niveau de preuve extraordinaire. Si par exemple je prends ce bic et je le laisse tomber, ben, c'est beaucoup plus ordinaire de penser que, en fait, il est attiré comme les autres objets par une force qu'on appelle la loi de la gravitation et qui fait qu'il va tomber à du 9,81 mètres par seconde au carré. C'est plus ordinaire de penser ça que de dire, ben tiens, en fait, juste là maintenant, il y a un esprit qui a lancé une fléchette invisible pour prendre ce bic de ma main et le faire tomber sur cette table. C'est une prétention extraordinaire qui sort vraiment du champ de la connaissance habituelle et qui fait que pour tenir une telle affirmation, il faudrait que je vienne avec un certain paquet de preuves. Je vois un ovni, objet volant non identifié, ben, c'est beaucoup plus ordinaire de l'expliquer selon une thèse ordinaire, genre ça pourrait être un avion, ça pourrait être un nuage que j'ai mal identifié, que c'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Ça, c'est la position zététique. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Et sinon, je suspends mon jugement. Je doute. Alors, le relativisme, il a des limites. Le relativisme, il a des limites, et notamment, une des plus grosses limites, c'est une limite théorique, c'est le fait qu'il est autocontradictoire. Si je prends la phrase « il n'y a pas de vérité », il n'y a pas de vérité. Cette phrase est-elle vraie ou fausse? Si il n'y a pas de vérité est vraie, alors cette phrase se contredit elle-même. Parce que dire qu'il n'y a pas de vérité et dire qu'il y a une phrase telle que « il n'y a pas de vérité qui est une vérité », c'est contradictoire. D'un côté, je dis « il y a une vérité », de l'autre, je dis « il n'y a pas de vérité ». Ça se contredit. Une autre manière de dire que c'est autocontradictoire, c'est si je prends une autre formulation du relativisme, c'est « toutes les phrases se valent ». Toutes les affirmations se valent, toutes les opinions se valent. Ça, c'est une phrase qui est une formulation du relativisme. Si je prends d'un autre côté l'affirmation telle que il y a des opinions qui ont plus de valeur que d'autres, il y a des propositions qui ont plus de valeur que d'autres, et que je les mets l'une près de l'autre, eh bien, en vertu du relativisme, ça voudrait dire que les deux se valent. Or, elles sont contradictoires. En vertu de la phrase « toutes les propositions se valent », toutes les propositions se valent et certaines propositions ont plus de valeur que d'autres se valent, c'est contradictoire. Donc, toutes les positions se valent, proposition 1, il y a des positions qui ont plus de valeur que d'autres, proposition 2, ces deux positions-là, ensemble, elles se contredisent. De même, alors vous pouvez prendre celle qui est plus simple à mon avis, la proposition « il n'y a pas de vérité », il n'y a pas de vérité si cette phrase est vraie, elle se contredit elle-même. Parce que elle dirait, si elle est vraie, ça veut dire « il y a une vérité » serait équivalent à « il n'y a pas de vérité ». Ça se contredit. Elle ne peut donc être que fausse. S'il n'y a pas de vérité et fausse, là, il n'y a pas de contradiction. En fait, le relativisme nous dit « tout se vaut ». Et donc, y compris des postures qui ne sont pas relativistes. C'est justement ce qui nous permet de contredire le relativisme. Ça veut dire que même des choses nous disant « le relativisme est faux » valent la position telle que tout se vaut. Donc, il y a des contradictions là-dedans. Donc, le relativisme, il est autocontradictoire. Il n'y a pas de vérité ou il y a une vérité telle qu'il n'y a pas de vérité, c'est contradictoire. Il est pragmatiquement intenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pratique au quotidien, nous agissons en postulant des choses, mais tout le temps. Je postule que le train dans lequel je vais rentrer, il va m'amener à Bruxelles.
Je postule que je vais m'asseoir sur ce truc que je vois et je ne vais pas me retrouver le cul par terre. Ça s'appelle une chaise, ça a une existence matérielle, et en fait, j'ai confiance sur le fait que je vais pouvoir m'asseoir dessus. J'ai conscience, j'ai la croyance que quand je mets de l'essence dans ma voiture, ça va fonctionner. Donc je crois dans une certaine mesure dans la mécanique. Je crois dans une certaine mesure dans la science, je crois dans une certaine mesure dans plein de trucs. Alors, pragmatiquement intenable, le relativisme. Donc dans le quotidien, moi je ne connais personne qui remette tout en cause à tout moment. Ça va ? Le relativisme est moralement dommageable. Le relativisme est moralement dommageable parce que, d'un point de vue moral, dire que tout se vaut, ça veut dire en gros, violer des enfants, c'est moralement équivalent à être bienveillant ou bien à aider une personne dans le besoin. C'est difficilement tenable en morale, hein, en termes intuitifs. Faire ce qu'Hitler a fait, faire ce que les génocidaires ont fait, ou bien travailler à enseigner, c'est kiff en fait. Moralement, je trouve pas ça super, le relativisme, perso. On peut, hein, on peut. Donc, ça fait partie, à mon sens, des limites du relativisme. Et puis enfin, ça rejoint le dogmatisme. Ça rejoint le dogmatisme parce qu'effectivement, dire « il n'y a pas de vérité », finalement, c'est comme si je disais que c'était la seule vérité valable. Non seulement c'est autocontradictoire en théorie, mais en pratique, c'est une attitude de fermeture à tout ce qui est différent. Parce que, allez, tout le monde a son opinion, hein, les gars. Tout le monde a son opinion. Et donc finalement, est-ce que je vais prendre en compte les opinions d'autrui comme ça ? T'as ton opinion, moi j'ai la mienne. C'est comme ça, je suis perché. Donc, d'ailleurs, le dogmatisme et le relativisme, c'est très lié parce que le dogmatisme en général, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit il y a une vérité absolue indiscutable. Par exemple, la vérité, elle est dans tel texte sacré. Ou bien elle est dans la science physique. Et en général, ça relègue tout ce qui n'est pas de ce domaine-là au relativisme. Ça nous dit, tout le reste, en fait, c'est du blabla. Les sciences humaines, c'est des opinions, quoi. Non, la vérité, c'est la science. La vérité, c'est la Bible ou le Coran ou la Torah. Le reste, ce sont des opinions, ça n'a pas de valeur. C'est un peu deux facettes d'une même pièce, le dogmatisme et le relativisme. C'est ce que j'explique ici, c'est que le dogmatisme nous dit oui, il y a des certitudes indiscutables, et tout ce qui va à l'encontre de ces certitudes, finalement, c'est relatif. Ça n'a pas de valeur. Le relativisme nous dit tout se vaut, et en même temps, il s'impose comme seule vérité digne de ce nom. Et ça ferme à la discussion. Si j'estime que tout se vaut, que toi tu as ton opinion et moi la mienne, finalement, on va rester chacun dans nos opinions, et puis est-ce qu'on aura vraiment eu une discutabilité possible entre nous ? Je prenais l'exemple tout à l'heure, effectivement, du talk show, chacun son opinion, et puis il n'y a personne pour faire une synthèse. Alors, par exemple, on pourrait identifier différents dispositifs de débat télé. C'est très différent de laisser dire candidat 1 versus candidat 2 ou candidat X quand ils sont plusieurs. Et finalement, c'est au spectateur de se faire sa propre opinion en fonction de ses propres opinions. Que de dire « Ah, mais attention, on ne peut pas dire n'importe quoi quand même. » Il y a des choses qui sont plus vraies que d'autres sur le réel. Quand quelqu'un avance un chiffre, par exemple, avance des chiffres, ces chiffres correspondent ou non à une réalité. Et donc, ici, on a un garde-fou par rapport à un relativisme, par exemple. Ici, j'en présente les gros traits. Je les présente de manière relativement absolue. Or,
j'ai la croyance que les courants que vous allez observer sont plutôt inscrits sur un continuum, du plus relativiste au moins relativiste, du plus dogmatique au moins dogmatique. Ce qui fonde pour moi du dogmatisme, c'est vraiment le critère de l'incontestabilité, de l'indiscutabilité, c'est la posture du dogme, c'est ça. Et donc, je peux observer des dogmes à différents niveaux, plus ou moins élevés. Dès le moment où quelqu'un me dit c'est évident, c'est indiscutable, je me dis, tiens, là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du dogmatisme. Mais effectivement, on est dans un dogmatisme faible par rapport à un dogmatisme absolu. De même, lorsque je vois dans un dispositif, j'observe que chaque personne a un même temps de parole. Alors, même temps de parole, ça c'est intéressant, justement. Dispositif relativiste, même temps de parole. En France, le CSA contrôle que les candidats lors d'une élection présidentielle ou autre ont un temps de parole équivalent. Ça, c'est du relativisme. En Belgique francophone, on a quoi ? On a ce qu'on appelle cordon sanitaire médiatique. Ça veut dire l'extrême droite n'est pas invitée dans des émissions en direct à la télé. Les médias francophones se sont mis d'accord pour faire ça. Donc, on a quand même deux postures assez différentes ici. Une qui est peut-être plus proche du relativisme, ce n'est pas nécessairement un relativisme absolu, il y a peut-être des contradicteurs, donc il y a moyen de discuter, de nuancer tout ça, mais c'est peut-être probablement plus proche que la posture qui consiste à dire il y a des opinions qui n'ont même pas droit de citer en direct à la télé. Merci à vous.